On devrait avoir une compréhension beaucoup plus fine du cerveau qu'on en a des étoiles, par exemple, puisque ça nous concerne plus. Les premières questions qu'on a, généralement quand on est étudiant et qu'on arrive sur ces domaines du cerveau, c'est la question de la conscience. Pourquoi est-ce qu'on... Ce sont vraiment des questions existentielles, je pense, qu'on peut se poser quand on est jeune, sur qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que la mémoire, pourquoi j'existe, etc. Who exactly am I? Forcément, on est confronté à un moment donné au cerveau, parce que la science actuelle nous dit que, effectivement, si on a une lésion cérébrale, on peut perdre complètement sa personnalité. On peut perdre ses souvenirs, sa temporalité, etc. Je vais tout oublier? Le cerveau, c'est l'univers tel qu'il était il y a plus d'un siècle et demi pour les physiciens, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de grande théorie du cerveau. Cette question, y a-t-il une théorie du cerveau? C'est ce que Virginie Van Wassenhove et son équipe cherchent à comprendre tous les jours. Spécialisée dans les neurosciences, cette scientifique décrypte les mécanismes de notre cerveau, comment chaque donnée est décryptée puis digérée. Je travaille dans le champ des neurosciences de la cognition humaine, qui consiste à essayer de comprendre comment la pensée, le langage, l'attention, la mémoire sont implémentés au sein du cerveau et comment la biologie finalement génère les différentes fonctions cognitives, également telles que la prise de décision, l'imagination, la mémoire. Une particularité des êtres biologiques, des animaux et de l'humain, est qu'on évolue dans un monde dans lequel on peut agir et donc marcher, bouger. Et pour pouvoir agir, on a besoin également de cartographier le monde qui nous entoure. Donc on a les aspects sensoriels qui nous permettent d'avoir accès à la vision, l'audition, au toucher, différents aspects qui vont nous permettre de coder l'information au sein du cerveau et de pouvoir, pouvoir s'orienter finalement dans l'espace. Et puis évidemment la partie motrice qui nous permet d'agir. Je pense que je suis de la génération du Grand Bleu, de la génération de Gorilla in the Mist, qui étaient les gorilles dans la brume en français. Je voulais être vétérinaire, j'étais bonne élève, donc j'ai poursuivi jusqu'en prépa véto. Et en réalité, ce que je voulais faire, c'était vraiment éthologue, c'est-à-dire être dans la nature, regarder les animaux, regarder le comportement animalier. Après des mois d'observation patiente et soutenue, j'étais récompensée. Les chimpanzés m'avaient acceptée. Je ne viens pas d'une famille d'intellectuels. Je ne connaissais pas le monde de la recherche. De par ma famille, je n'avais pas l'opportunité de connaître. Donc la notion de chercheur, je l'ai eue littéralement en lisant, en voyant Jane Goodall, en voyant les différents films que j'ai vus. Après avoir fait une année de prépa, j'ai quitté. Ça ne me convenait pas. Je me suis dit que je ne voulais pas être vétérinaire. Soigner les animaux malades, ça demandait beaucoup de coffres. Et donc j'admire beaucoup, mais il faut avoir aussi être capable d'être un peu dur, on va dire, par rapport à la condition de la maladie, ce que je pouvais peut-être pas faire. Et donc je suis partie en l'université de Rennes, qui avait un programme d'éthologie, donc commencer à me familiariser avec le comportement animal, comment on observait les animaux. Donc c'est un domaine fascinant, c'est d'ailleurs un domaine qui a beaucoup nourri la psychologie, qui est très intelligent dans la manière de voir les paradigmes. Et à l'époque, je m'ennuyais quand même un peu. Donc j'ai commencé à lire des bouquins de sciences. J'ai lu notamment Jean-Pierre Changeux, L'homme neuronal, qui était un très grand bouquin, un très grand livre pour les neuroscientifiques. Il y a toute une évolution biologique qui existe dans nos gènes. Et à cette évolution biologique s'ajoute une évolution au cours du développement. Il faut se rendre compte que l'essentiel de nos contacts entre neurones, que l'on appelle des synapses, il y en a 1 million de milliards, enfin c'est 10 puissance 15, c'est des noms absolument, je dirais, astronomiques, et le terme est exact, c'est des chiffres astronomiques, donc se construisent pour 50% après la naissance. Et l'homme est une espèce qui passe la moitié de sa vie à construire son cerveau. J'ai commencé du coup à avoir une certaine appétence pour ces sciences-là, qui n'étaient pas très connues en France à l'époque. Donc là, on est en fin des années 90, milieu des années 90. Et il n'existait pas de programme, finalement, qui permettait d'allier
ce qu'on considère comme étant les sciences dures, plus dures, c'est-à-dire la biologie, et les sciences qui n'en sont peut-être même pas en France, qui était la psychologie à l'époque, qui étaient séparées, notamment à l'université de Rennes, où il y avait la psychologie qui était en réalité dans la partie université sciences sociales. Donc à l'époque, je me souviens qu'étudiante, j'étais quand même assez passionnée par la chose. J'avais essayé de m'inscrire au cours de psychologie en étant étudiante en biologie. On m'avait refusé l'accès, je me souviens plus très bien. Donc je commençais à être un peu frustrée, je voulais connaître un peu ces choses-là. Après un voyage aux États-Unis, à Washington pour rendre visite à son frère, Virginie découvre que là-bas, étudier les deux domaines est possible. Elle décide donc de rester pour y faire son doctorat. Et quand j'ai rencontré David Poppel, qui allait être mon futur directeur de thèse, et que je lui ai parlé des orang-outans et de la primatologie, il m'a dit non, lis-moi ça, il faut que tu réfléchisses à cette chose-là. Et lis-moi ça, c'était Noam Chomsky, un petit livre, que j'ai donc dévoré en une nuit, réellement, voire même en 2 heures, parce que c'était quand même assez petit, mais qui a radicalement changé en fait ma vision des choses. L'idée était de dire finalement que l'humain était un animal exceptionnel ou particulier, pas nécessairement en termes de valeur ou d'échelle de jugement, mais réellement sur les capacités d'évolution finalement dans le règne animal. Et donc je suis passée des dauphins, des primates et tout ça à l'humain, et au cerveau évidemment. Aujourd'hui, l'une des spécialités de Virginie et de son équipe est la compréhension du temps. Comment notre cerveau le matérialise. Donc chez l'animal qui est en mouvement, ou même chez l'humain qui est en mouvement, quand on va traverser un espace particulier, on va prendre un certain temps, modulo la vitesse à laquelle on va. Mais donc l'espace-temps qui va être représenté au sein du cerveau va être entièrement corrélé. Nous, on s'est posé au sein de l'équipe la question un peu folle de « mais oui, mais quand on pense, finalement, on ne bouge pas. Et donc, il pourrait y avoir une dissociation entre cet espace et ce temps. » Donc un exemple de tâche qui peut être fait peut être très, très simple. Ça peut être, je peux vous demander de produire une durée de 2,2 secondes en appuyant 2 fois sur un bouton. Donc vous appuyez une fois, vous attendez 2,2 secondes et vous réappuyez. Vous faites ça beaucoup de fois. Et de manière surprenante, par exemple, sans qu'il y ait un apprentissage au préalable, si je vous dis de produire 2,2 secondes, vous allez être capable de produire 2,2 secondes approximativement. Donc même sur cette simple tâche-là, se posent plein de questions. Pourquoi est-ce que verbalement, je vous communique un nombre, qui n'est même pas un nombre entier, 2,2 secondes, et que vous, dans votre esprit, vous êtes capable de le transcrire dans une action qui va effectivement, physiquement, durer approximativement 2,2 secondes. Cette transformation-là, du verbal à la pensée, à l'action, on n'est pas capable de comprendre encore comment on arrive à ce genre d'action très simple. Et pour observer l'activité cérébrale, Virginie utilise l'IRM, une machine qui permet d'observer le cerveau humain pendant qu'il effectue une action. Mais la scientifique utilise également des casques d'électroencéphalographie. Donc ce que vous voyez ici sont des bonnets, en fait, un peu comme des bonnets de piscine, sur lesquels on peut voir divers électrodes. Donc on peut avoir une trentaine, soixantaine d'électrodes. L'électroencéphalographie est utilisée dans les cas cliniques pour avoir une idée du niveau de conscience des patients, par exemple. Donc grâce à l'électroencéphalographie, on peut savoir si une personne est comateuse ou si elle est pleinement consciente. Dans le cadre de non-tâches, c'est-à-dire ce qu'on appelle au repos, c'est-à-dire que la personne n'est pas impliquée dans une tâche particulière. Dans le cadre de tâches expérimentales, on va pouvoir faire un ensemble de paradigmes très différents qui peuvent aller de la perception visuelle, de la perception de l'audition, de prise de décision, des tâches de mémoire ou de prise d'attention par exemple. Le type de signaux que l'on enregistre, ce sont des signaux continus qu'on voit se dérouler dans le temps. Donc on a des fluctuations d'amplitude qui dénotent l'activité des neurones en fonction du temps. Et on va en tirer des informations donc dynamiques qu'on peut éventuellement reconstruire sur une anatomie du cerveau qui, elle, sera enregistrée par le biais de l'imagerie de l'IRM, donc de l'imagerie par résonance magnétique. Et le principe est un peu compliqué. L'idée, c'est que les informations qu'on obtient en surface doivent être reconstruites, c'est-à-dire qu'on doit résoudre ce que l'on appelle le problème inverse. Donc on doit, à partir de signaux qu'on voit à la surface du crâne, reconstruire l'origine de ce signal. Et on contraint la résolution de ce problème inverse en utilisant l'anatomie du cerveau, donc de l'individu,
en plaçant par exemple des sources, ce que l'on appelle les dipôles électriques sur la surface du cortex, et pour essayer de modéliser en fait l'origine du signal que l'on voit à la surface de la tête. Une étude constate que plus les sciences sont dures et moins les femmes sont représentées. Et ce fossé s'explique en partie par la neuroscience et plus précisément par les biais cognitifs. Ce sont des biais dont on n'a pas conscience. Et donc, par définition, on n'est pas conscient d'avoir ce biais-là dans nos actions de tous les jours et dans nos actions quotidiennes. Et ces biais implicites nous disent qu'on a effectivement une défaveur vis-à-vis des femmes, donc ça peut aller, ou des minorités en général, qui peuvent aller du biais de sélection d'un CV, par exemple, lors d'un entretien. Donc des études qui ont été vraiment très bien contrôlées, ont soumis, par exemple, des CV qui soit portaient le nom d'une femme, soit le nom d'un homme, avec des compétences équivalentes, puisque les CV étaient absolument identiques, si ce n'est pour le nom féminin ou masculin. Tout allait en faveur des noms masculins. Voilà, donc il y a plein d'études, des dizaines d'études qui montrent ça. Donc une fois qu'on a pris connaissance que dans la société, il y avait ce type de biais, qu'est-ce qu'on en fait au quotidien? Il existe des outils qu'on appelle des tests de biais implicites dans le domaine qui ont été développés par des sociologues il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, qui permettent de s'auto-tester sur les biais qu'on pourrait avoir, que ce soit des biais de genre ou des biais de race. Une fois qu'un individu a pris connaissance de ses propres biais, comment est-ce qu'on gère ça? Et il n'y a pas réellement d'outils pour le moment, si ce n'est de prendre conscience et de s'auto-observer dans les situations du quotidien et de se dire, est-ce que là, j'ai pas favorisé un homme plutôt qu'une femme, etc. Je pense qu'au niveau des différences hommes-femmes, ce qui est le plus important de mon point de vue, c'est qu'en fait, les hommes agissent. Parce que du point de vue de la femme, ça nous met dans une position un peu inconfortable. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'être victimisé. En plus, on n'a pas... je veux dire, on a quand même bien évolué en termes de l'égalité homme-femme depuis des décennies. Donc, on n'a pas nécessairement envie de se positionner... si on n'est pas hyper féministe ou hyper impliqué dans ces problèmes-là, on n'a pas nécessairement envie de se victimiser. Donc moi j'encourage beaucoup les collègues hommes en fait qui s'inquiètent de ces choses-là et s'emparent un peu des outils qui peuvent être mis en place au quotidien en fait dans les interactions. Et il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus.